Merci beaucoup Martine, et puis merci aux organisateurs de la journée. Donc en fait, je vais aujourd'hui vous présenter comment nos travaux sur l'ostéopétrose nous ont conduit à nous intéresser à des mécanismes beaucoup plus larges qui touchent les interactions ostéo-immunologiques et les implications que cela peut avoir pour des pathologies beaucoup plus fréquentes qui vont être des pathologies de type ostéoporotique. Donc en fait, l'ostéopétrose, ou je devrais dire plutôt les ostéopétroses, représentent un groupe de pathologies hétérogènes caractérisées par une augmentation de la masse osseuse et qui sont liées à des défauts d'activité ou de différenciation des ostéoclastes. Donc il y a deux formes majeures, une forme autosomique dominante qui est assez fréquente et pour laquelle l'espérance de vie des patients est normale, et la forme qui nous intéresse, qui est en fait la forme autosomique récessive, qu'on appelle ARO, avec une incidence d'environ 1 sur 250 000 naissances, et pour laquelle l'espérance de vie ne dépasse pas 10 ans en absence de traitement. Donc les manifestations cliniques dans l'ARO sont assez hétérogènes en fonction du type de mutation. Bien sûr, des défauts osseux avec une augmentation de la masse osseuse, des anomalies de développement crânio-facial, des défauts d'éruption dentaire et un retard de croissance. Ces défauts sont aussi associés avec des défauts hémato-immunologiques, avec un défaut de formation de la moelle osseuse, une myélofibrose, anémie, thrombocytopénie, une hématopoïèse extramédulaire qui est caractérisée par une hépatosplénomégalie et une susceptibilité accrue aux infections. Et enfin, chez certains patients, il y a également des atteintes neurologiques avec une compression des nerfs crâniens, une pression intracrânienne augmentée, une hydrocéphalie et des difficultés à respirer ou à déglutir. Donc, au cours des dernières années, des 15 dernières années, on va dire, les mutations impliquées dans cette pathologie ont été caractérisées et on permet d'identifier plusieurs gènes, dont les principaux sont indiqués ici, qui jouent un rôle majeur dans cette pathologie. Donc ces gènes sont impliqués soit pour les premiers dans l'activité des ostéoclastes, soit pour les deux derniers dans la différenciation des ostéoclastes. Et donc cela conduit à deux phénotypes différents, des malades chez lesquels les ostéoclastes sont présents mais inactifs, et des malades chez lesquels les ostéoclastes sont totalement absents. Donc ces patients présentent des signes cliniques qui peuvent être assez hétérogènes, et le principal traitement de cette pathologie reste la transplantation de cellules souches hématopoïétiques, qui n'est possible que dans le cas où il n'y a pas d'atteinte majeure neurologique, puisque cette transplantation ne permettra pas de corriger ces défauts neurologiques, et elle n'est pas possible dans le dernier cas, qui est une mutation qui touche le gène RANKLigand et donc qui n'affecte pas la lignée hématopoïétique. Donc le gène qui est le plus fréquemment affecté chez ces patients est le gène TCIRG1, donc qui est muté chez plus de la moitié des patients. Et en fait, pour ce gène, il existe un modèle qui est une mutation spontanée, qui est le modèle de la souris OCOC, qui est le modèle sur lequel nous avons travaillé dans mon équipe. Donc ces animaux OCOC représentent les mêmes signes cliniques que les patients, avec un retard de croissance, une augmentation de la densité osseuse et la présence d'ostéoclastes qui sont très nombreux mais inactifs. Donc ce gène muté chez les patients, TCIRG1, code pour une des sous-unités, la sous-unité A3 de la TPase vacuolaire, qui permet l'export de protons qui est nécessaire pour l'acidification requise pour la résorption osseuse. Donc chez ces animaux, il n'y a pas de phénomène d'acidification et donc pas de résorption possible. Et donc chez les animaux comme les patients présentent une espérance de vie réduite et ne dépassent pas l'âge de 3 semaines. Donc plusieurs groupes ont travaillé sur ce modèle et ont montré que, comme chez les patients, la transplantation de cellules souches hématopoïétiques permettait de corriger le phénotype des animaux. Donc nous nous sommes intéressés à l'hématopoïèse chez ces animaux et nous avons montré dans la moelle osseuse une réduction importante du nombre de progéniteurs hématopoïétiques caractérisée par l'absence de marqueurs de linéage et la coexpression des deux marqueurs c-KIT et SCA1.
Donc vous pouvez voir que la proportion de ces cellules est extrêmement faible dans la moelle osseuse des animaux mutants. Cela est associé avec une diminution de l'expression de facteurs qui sont essentiels pour le maintien des cellules souches dans la moelle osseuse, qui sont SDF1 et JAG1, et une augmentation de l'ostéopontine qui a été décrit comme un régulateur négatif des niches hématopoïétiques. Et comme vous pouvez le voir aussi sur les histogrammes du bas, cette diminution des cellules souches hématopoïétiques est associée avec une diminution de l'expression des principaux marqueurs ostéoblastiques, et nous avons montré qu'il y avait chez ces animaux une diminution de l'engagement ostéoblastique des progéniteurs mésenchymateux. Si on corrige chez ces animaux la fonction de résorption osseuse, soit par transfert de cellules souches hématopoïétiques, soit par transfert de progéniteurs myéloïdes, donc vous voyez qu'on restaure le phénotype osseux, on retrouve une proportion normale de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse, et on restaure également l'expression à la fois des marqueurs de la souche, des niches, et des marqueurs ostéoblastiques. Donc ces travaux ont permis de montrer qu'en absence d'activité des ostéoclastes, on a à la fois un défaut de différenciation ostéoblastique et un défaut de formation des niches hématopoïétiques dans la moelle osseuse. Nous avons montré que la restauration de l'activité ostéoclastique suffit à reformer des niches fonctionnelles, et nous avons obtenu des résultats équivalents pour la différenciation et les niches des lymphocytes B. Donc ces travaux ont permis de mettre en évidence le rôle majeur des ostéoclastes dans le contrôle de la formation des niches hématopoïétiques dans la moelle osseuse. Chez ces animaux, nous nous sommes également intéressés au phénotype immunitaire. Donc nous avons regardé la différenciation lymphoïde B, puisque nous avions vu cette diminution de progéniteur B dans la moelle osseuse. Et donc nous avons montré en périphérie dans la rate qu'on avait une diminution de la proportion de lymphocytes B matures. Et en parallèle, nous avons observé une augmentation de la différenciation monocytaire et une augmentation de la différenciation ostéoclastique. Donc ces deux paramètres, lymphopénie B et augmentation de la différenciation monocytaire, sont des signes qui sont également présents chez les patients. Nous nous sommes également intéressés au compartiment T. Donc nous avons montré chez les souris OCOC une augmentation de la proportion de lymphocytes TCD4+, qui n'expriment pas le marqueur CD62L, donc qui correspondent aux lymphocytes T activés. Et si on analyse plus en détail ces lymphocytes TCD4+, présents dans la moelle osseuse des animaux, vous pouvez voir sur l'analyse de cytométrie du bas qu'on a une proportion plus importante de lymphocytes T qui produisent de l'IL-17 et qui correspondent à des lymphocytes THB7. Donc ces animaux présentent un phénotype un peu surprenant qui évoque un phénotype inflammatoire. Et si on dose les cytokines inflammatoires présentes dans la moelle osseuse de ces animaux, vous pouvez constater qu'on a une augmentation des principales cytokines inflammatoires, donc grand ligand MCSF, ça c'était déjà connu. On a une augmentation du TNF-alpha, de l'IL1, de l'IL6. Donc en fait, ces animaux ostéopétrotiques présentent un phénotype qui est très semblable à celui qui est fréquemment retrouvé dans les maladies inflammatoires chroniques, associé avec une augmentation de la différenciation ostéoclastique. Alors, nous avons également chez ces animaux analysé plus en détail les mécanismes de l'ostéoclastogénèse en nous focalisant sur une voie alternative d'ostéoclastogénèse qui se fait à partir des cellules dendritiques. Donc en effet, en 2004, le groupe de Pierre Jourdic à Lyon avait montré que, contrairement à la voie classique de différenciation ostéoclastique qui se produit à partir des monocytes, les ostéoclastes pouvaient également provenir de cellules dendritiques et non pas de précurseurs des cellules dendritiques, et que cette voie de différenciation à partir des cellules dendritiques est plus rapide et plus efficace que celle à partir des monocytes. Et de plus, cette voie de différenciation est sensible aux cytokines inflammatoires, alors que la différenciation à partir des monocytes est beaucoup moins sensible à la présence de ces cytokines inflammatoires.
Cette voie de différenciation avait été mise en évidence in vitro, mais elle était compliquée à mettre en évidence in vivo, en tout cas chez une souris normale. Donc nous avons profité de notre modèle OCOC pour chercher à mettre en évidence cette voie in vivo. Et donc nous avons injecté chez des souris OCOC à la naissance des cellules dendritiques issues de souris normales. Et donc cela nous a permis, comme vous le voyez sur le bas de cette représentation, de montrer que cette injection permet de restaurer un phénotype osseux, alors pas complètement normal, mais en tout cas de restaurer une résorption osseuse. On retrouve des ostéoclastes qui expriment la protéine qui est absente chez les souris OCOC, ce qui indique que ces ostéoclastes viennent des cellules dendritiques que nous avons injectées, qui sont les seules cellules à exprimer ce gène. Et nous avons pu montrer que la présence de lymphocytes T CD4+, était indispensable à cette différenciation des cellules dendritiques en ostéoclastes, puisque si on déplète chez la souris OCOC les lymphocytes T CD4+, on n'arrive pas à différencier ces cellules dendritiques en ostéoclastes. Et donc nous nous sommes intéressés à l'expression du rank ligand, puisqu'il était bien connu dans les pathologies inflammatoires que les lymphocytes T CD4+, contrôle l'expression du rank ligand. Et ce que nous voyons, c'est que chez la souris OCOC, on a une expression de rank ligand beaucoup plus élevée que chez les animaux contrôle. Mais lorsqu'on déplète les lymphocytes TCD4+, chez ces animaux, on rediminue le niveau du rank ligand à un niveau qui est équivalent à celui de la souris normale, ce qui montre bien l'implication des lymphocytes TCD4+, dans cette très forte expression de rank ligand dans la moelle osseuse des animaux OCOC. Donc, on retombe là encore une fois sur un mécanisme qui est très semblable à celui qui est décrit dans les pathologies inflammatoires chroniques avec destruction osseuse. Ces résultats suggéraient que les lymphocytes Th17 présents chez la souris OCOC pouvaient être responsables de la différenciation des cellules dendritiques en ostéoclastes, mais c'était compliqué à mettre en évidence dans notre modèle OCOC, puisqu'en fait la cellularité de la moelle osseuse est extrêmement faible et qu'il était totalement inenvisageable d'aller trier des lymphocytes D à partir des moelles osseuses des animaux OCOC. Donc pour aller plus loin, nous avons changé de modèle, et là on est passé dans un vrai modèle de maladie inflammatoire chronique, et nous avons choisi la maladie de Crohn, qui est une maladie qui est très fréquemment associée avec une perte osseuse très sévère. Et le modèle sur lequel nous avons travaillé, celui de la souris invalidée pour l'interleukine 10, qui développe spontanément une colite inflammatoire associée avec une destruction osseuse très sévère, à la fois au niveau des travées et au niveau de la corticale. Donc, dans la moelle osseuse de ces animaux qui présentent cette colite inflammatoire, nous retrouvons une population de lymphocytes Th17 qui exprime du TNF-alpha, complètement équivalente à celle que nous avons chez la souris OCOC. Et là, on a pu travailler sur cette population de lymphocytes T, la trier, l'analyser in vitro, et nous avons montré que in vitro, ces cellules sont capables, en co-culture avec des cellules dendritiques, d'induire la différenciation des cellules dendritiques en l'absence de cytokines, ce qui montre qu'elles produisent à elles seules tout ce qu'il faut pour induire cette différenciation ostéoclastique. Et enfin, on a collaboré avec des cliniciens, ce qui nous a permis de mettre en évidence cette population dans le sang des patients atteints de maladie de Crohn, ce qui suggère l'existence de mécanismes équivalents dans la perte osseuse inflammatoire chez l'homme dans la maladie de Crohn. Et enfin, toujours dans ce modèle ostéoporotique, donc de destruction osseuse inflammatoire, nous nous sommes intéressés à la fonction de présentation antigénique des ostéoclastes. Puisque nous avions mis en évidence cette voie de différenciation ostéoclastique à partir des cellules dendritiques et que les cellules dendritiques ont pour fonction la présentation antigénique et l'activation des lymphocytes T, nous avons analysé un petit peu plus en détail cette fonction dans les ostéoclastes. Donc ce que nous montrons, c'est qu'à la fois in vitro et in vivo, les ostéoclastes expriment le complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2 qui est indispensable pour la présentation antigénique. Nous avons également montré dans un modèle antigène spécifique en utilisant des lymphocytes T qui ne sont activables qu'en présence d'ovalbumine, que si on rajoute de l'ovalbumine dans la co-culture entre des ostéoclastes normaux ou inflammatoires et ces lymphocytes T,
on arrive en conditions normales à générer des lymphocytes T qui expriment FOXP3, qui sont donc des lymphocytes T régulateurs, alors qu'en conditions inflammatoires, avec les ostéoclastes issus des souris Crohn, on n'arrive plus à générer ces lymphocytes T régulateurs, mais par contre, on génère des lymphocytes T qui expriment de forts niveaux de TNF-alpha et d'interféron gamma, qui sont donc des lymphocytes T inflammatoires. Et ce que nous avons montré, c'est que cet effet dépend de l'origine des ostéoclastes, puisqu'en fait, les ostéoclastes issus des monocytes ont le même comportement que les ostéoclastes des souris contrôle, alors que les ostéoclastes issus des cellules dendritiques ont le même comportement que les ostéoclastes issus des souris atteintes de colite inflammatoire. Et enfin, nous avons pu mettre en évidence un marqueur pour ces ostéoclastes inflammatoires, qui est CX3CR1, le récepteur de la fractalkine, qu'on retrouve chez à peu près 20% des ostéoclastes inflammatoires et qu'on ne retrouve pas exprimé chez les ostéoclastes non inflammatoires. Donc, ces travaux ont mis en évidence l'effet immunomodulateur des ostéoclastes et ont permis donc l'identification de ce marqueur des ostéoclastes inflammatoires. Donc ça a des conséquences importantes puisque ces travaux mettent en évidence la fonction des ostéoclastes comme cellules immunitaires à part entière. Donc pour conclure, nos travaux ont permis une meilleure caractérisation du phénotype des souris OCOC, avec un défaut de différenciation ostéoblastique, des altérations de l'hématopoïèse, alors bien évidemment dû à l'espace médulaire réduit, mais dû également à un défaut de formation des niches hématopoïétiques, une réponse T de type inflammatoire, avec une augmentation de l'activation des lymphocytes T CD4+, une augmentation de la proportion des cellules TH17 et de l'expression des cytokines inflammatoires, et enfin une réduction du nombre de lymphocytes B. Donc, comme je vous l'ai dit, certains de ces points sont également présents chez les patients, donc la lymphopénie B ou la différenciation myéloïde augmentée, mais pour le reste, et en particulier pour l'activation des lymphocytes T, ça reste à démontrer chez les patients. Enfin, ces travaux sur l'ostéopétrose nous ont élargi notre champ d'investigation avec des applications beaucoup plus vastes sur les pathologies inflammatoires, avec l'identification de nouveaux mécanismes impliqués dans la destruction osseuse inflammatoire, l'implication donc de cette voie de différenciation à partir des cellules dendritiques et le rôle essentiel des cellules TH17 dans cette voie de différenciation, la caractérisation de la fonction immunomodulatrice des ostéoclastes et l'identification d'un marqueur de ces ostéoclastes inflammatoires qui sont donc présents chez nos animaux OCOC. Donc, parmi les différents points que nous sommes en train de développer, nous avons commencé une analyse à large échelle de ces ostéoclastes inflammatoires en comparaison avec les ostéoclastes non inflammatoires, de façon à identifier donc des nouveaux marqueurs pour ces ostéoclastes, de façon à identifier aussi des nouvelles voies fonctionnelles des ostéoclastes, puisque maintenant nous en sommes persuadés, la fonction des ostéoclastes ne se limite pas à la résorption osseuse. Et donc cela pourrait aussi aider à une meilleure compréhension du phénotype des patients et en particulier à ces problèmes d'activation du système immunitaire chez les patients. Et enfin, nous espérons aussi que cette approche nous permettra d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques qui ne seront pas uniquement ciblées sur la fonction de résorption, mais sur d'autres fonctions des ostéoclastes. Et donc là, ça sera plus sur des pathologies avec une destruction osseuse plutôt que sur l'ostéopétrose. Voilà. Et donc pour finir, je voulais remercier toute mon équipe, donc les membres présents, les membres passés qui ont contribué à tous ces travaux, tous nos collaborateurs et nos supports financiers. Merci beaucoup. Merci Claudine, c'est vraiment des travaux novateurs. Moi j'ai une petite question. Est-ce que le marqueur que tu as retrouvé dans les ostéoclastes, les maladies inflammatoires, des coliques, est-ce que tu as pu les retrouver aussi chez les patients ostéopétrotiques? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut chercher ça? Notre gros souci, c'est que pour le moment, on n'a pas accès aux patients ostéopétrotiques, donc on doit se contacter de notre modèle murin. Ce marqueur-là, on l'a retrouvé chez des patients ostéoporotiques. Oui. Ah, d'accord. Voilà.
Parce qu'en fait, on n'a jamais vraiment trouvé, on va dire, les bons partenaires cliniques. Et donc voilà. Ça peut se trouver. Hein. Ça peut se trouver, oui. C'est un peu le but. C'est le but. Exactement. Merci beaucoup pour cette présentation qui est vraiment très intéressante. Alors, évidemment, en clinique, on zigouille les ostéoclastes avec des bisphosphonates. Bien sûr, on n'a pas observé d'infection ou d'anomalie de ce type-là chez les gens qui reçoivent des bisphosphonates, quoique il y a une maladie qu'on appelle à tort ostéonécrose de mâchoire, qui en fait est une maladie infectieuse et une ostéomyélite de la mâchoire. Et il existe maintenant des modèles animaux de ces ostéonécroses de mâchoire. Est-ce que vous savez si ce genre de choses a été regardé ou pas encore? Est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir un intérêt? Alors, les travaux sur la fonction immunomodulatrice des ostéoclastes sont très récents, puisque la publication date de cette année. Donc pour le moment, il n'y a rien qui est fait dans aucun autre modèle animal. Il n'y a encore rien qui a été exploré. Par contre, oui, je pense que dans ce type de pathologie, c'est vraiment la pathologie type dans laquelle on pourrait retrouver ces ostéoclastes inflammatoires et probablement avec des effets sur les réactions inflammatoires, la destruction tissulaire qui pourraient être dues à d'autres fonctions que de la résorption osseuse. Et juste pour compléter ma réponse, je ne suis pas sûre que les biphosphonates bloquent tous les effets des ostéoclastes. La résorption osseuse, oui. La fonction immunomodulatrice, ça reste à démontrer. Ça donne une apoptose des ostéoclastes. Pas tous. C'est surtout, ça diminue la résorption, la fonction de résorption, et pas la différenciation. Ça va plutôt inhiber l'attachement des ostéoclastes sur l'os. Bon, réduire un peu le nombre d'ostéoclastes, mais voilà. Les ostéoclastes, et en particulier à partir des cellules magnétiques, ils peuvent se polariser comme les monocytes en fonction immunomodulatrice positive ou négative. Alors, de ce que nous avons observé, tous les ostéoclastes issus des cellules dendritiques semblent être des ostéoclastes inflammatoires. On a réussi à identifier un marqueur que pour 20% de ces ostéoclastes, mais les 80% restants sont toujours inflammatoires. Par contre, pour les ostéoclastes issus des monocytes, lorsqu'on travaille avec des monocytes normaux, on a des ostéoclastes de type immunosuppressif. Les données récentes que nous avons dans l'équipe montrent que lorsqu'on travaille avec des monocytes inflammatoires, on arrive à avoir des ostéoclastes de type inflammatoire. Donc en fait, il semble effectivement qu'on ait une polarisation ostéoclastique un peu équivalente à celle qu'on voit, alors pas pour les cellules dendritiques, mais pour les monocytes. J'ai deux questions. La première, est-ce qu'il est possible de bloquer en fait l'activation des cellules dendritiques en cellules résorptrices en utilisant l'anti-TH17? Et la deuxième, en fait, tout ce qui est tumeur, que ce soit le métastase ou l'ostéosarcome, il y a un gros remodelage osseux. Est-ce que tu penses en fait que cette voie dendritique puisse être impliquée dans le remodelage osseux de ces pathologies? Alors, dans l'ostéosarcome, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas testé. Par contre, dans le cas de myélomes multiples qui sont aussi associés avec une destruction osseuse importante, il a été montré que les cellules dendritiques étaient capables de participer à la différenciation ostéoclastique augmentée. Et ça a été montré à partir d'ostéoclastes dérivés de patients. Pour l'aspect TH17, en tout cas dans le cas de la maladie de Crohn, la thérapie avec des anticorps anti-IL-17 va bloquer la résorption osseuse. Alors, peut-être parce qu'elle va bloquer les ostéoclastes, mais c'est surtout parce qu'elle bloque l'inflammation tout en amont. Donc du coup, on n'a plus cette différenciation ostéoclastique. Donc là, ça agit plus sur l'inflammation que spécifiquement sur les ostéoclastes inflammatoires. Christian Marcelli, oui, rhumatologue, donc loin de vos préoccupations, mais ceci étant, vous avez abordé un peu le point sur l'aspect in vitro, mais in vivo chez les animaux sains, est-ce que vous êtes capable d'induire la genèse d'ostéoclastes inflammatoires en créant une inflammation? Est-ce que ça a été testé? Si vous créez une inflammation... Alors, Ce sont les mêmes ostéoclastes, en fait. On arrive effectivement à induire ce type d'ostéoclaste chez des souris saines qu'on va traiter par exemple avec du LPS, où là on induit une augmentation de la différenciation ostéoclastique à partir des cellules dendritiques. Mais il faut vraiment que ce soit des conditions inflammatoires importantes. In vitro.
Non, in vivo. In vivo. Merci beaucoup Claudine. Et, la voie de différenciation des cellules dendritiques vers les ostéoclastes m'a à la fois réconforté et réconcilié avec un travail très ancien que malheureusement j'avais un peu rejeté parce qu'on ne l'a jamais publié, qui était un mémoire de ce qu'on appelait à l'époque DEA, il y a 20 ans, où chez des patients atteints d'histiocytose langerhansienne, on avait voulu étudier les mécanismes de la résorption osseuse. Et en imaginant au départ, notre hypothèse de travail était qu'il pouvait y avoir une interaction un peu comme dans le modèle cellule tumorale, c'est-à-dire sécrétion de cytokines par ces cellules langerhansiennes qui activaient les ostéoclastes. Et à notre grande surprise, on s'était rendu compte qu'en fait, c'était les cellules langerhansiennes qui se différenciaient en ostéoclastes. Alors à l'époque, on n'avait pas encore tous les outils pour fabriquer des vrais ostéoclastes résorbants, donc c'était des ostéoclastes-like. On avait été très surpris. Malheureusement, on ne l'a jamais publié, mais ça pourrait aussi être un modèle, parce que l'histiocytose, c'est aussi une maladie osseuse, entre guillemets, inflammatoire, sensible à des stimulus d'environnement en plus, notamment le tabac. Donc, il pourrait y avoir des pistes intéressantes à explorer. Dans un environnement où on a une augmentation des cytokines inflammatoires, et alors en fait, c'est très rigolo, je peux dire, parce qu'en fait, nous, on a des données sur la différenciation des cellules dendritiques de Langerhans en ostéoclaste qui est extrêmement facile et extrêmement efficace, et qu'on n'a jamais publié non plus. Alors, on voit qu'il y a beaucoup d'ostéoclastes, c'est assez pluriel, et qu'il y a beaucoup de cytokines, donc finalement, on a beaucoup parlé de l'IL-17, du Rampligand, le TNF aussi. Le TNF. Un petit peu. Et en fait, on ne connaît pas très bien la contribution de chacune de ces cytokines pour soit l'attraction, soit la différenciation. Le Rampligand, si je pense que c'est quand même relativement bien décrit. Le TNF-alpha aussi. Nous, bon, je ne vous ai pas montré les résultats ici, mais dans nos modèles in vitro, si on rajoute des anticorps anti-TNF ou anti-IL-17, on arrive à bloquer la différenciation des ostéoclastes, mais ça dépend du modèle qu'on utilise. C'est-à-dire qu'en fait, directement sur les précurseurs ostéoclastiques, donc l'OPG ou les anti-TNF, bloquent la différenciation ostéoclastique. Si on rajoute des anti-IL-17, on a une petite diminution de la différenciation ostéoclastique, mais finalement, on arrive toujours à avoir des ostéoclastes. Par contre, si on travaille dans un système de co-culture avec des ostéoblastes, avec les anticorps anti-IL-17, là, on arrive à bloquer. Donc, qui montre que l'effet de l'IL-17, c'est plus un effet indirect qui va les stimuler les ostéoblastes ou les cellules mésenchymateuses pour qu'elles produisent davantage de facteurs ostéoclastiques. Et selon l'origine de l'ostéoclaste, que ce soit les cellules dendritiques ou les monocytes, mais in vitro, finalement, si on rajoute des cytokines, on arrive à différencier, peu importe. C'est l'environnement, oui.